Je lance la question un petit peu comme ça à la cantonade. Elle s'adresse à tous, et notamment aux trois personnes qui nous ont rejoints ensuite. Est-ce qu'il y a des freins, ou est-ce qu'on peut aller directement? Est-ce que caractériser un itinéraire technique et voir, comme l'a dit Marie Thiollet-Scholtus, que finalement ça permettait de caractériser et de voir les différences entre différents vins. Quel est votre avis là-dessus? Peut-être René Morla? Oui, moi je veux bien commencer. Je suis un peu étonné, il y a un paradoxe que j'ai soulevé dans mon esprit, tout au moins au cours de la matinée. C'est que si on reprend ce qui a été dit précédemment par les différents exposants, on a le fait que, par exemple, il y a des consommateurs, par exemple, c'était dit par Frédéric Jourgeon, qui accordent une grande importance au sol, au climat, à la région, d'une part. Donc apparemment, ça les guide dans leur choix pour les produits qu'ils vont acheter. Et complètement à l'opposé, on a des résultats de recherche qui montrent que finalement les facteurs du milieu, ça ne joue pas tellement. Par exemple, mon ancien collègue Yves Cadeau nous a dit que finalement, au niveau de l'appellation Anjou-Village-Brissac, c'était seulement la date de vendange jouait un rôle beaucoup plus considérable que les facteurs du milieu. Donc là, il y a quand même un paradoxe. Je ne sais pas d'où il vient, mais est-ce que c'est un effet d'optique? Est-ce que c'est un artefact? Je ne sais pas y répondre. Et on continue toujours avec ce paradoxe dans l'exposé de Marie, le dernier exposé. Là aussi, on voit qu'on n'est pas capable de différencier l'appellation Anjou rouge de l'appellation Anjou-Village-Brissac sur les simples facteurs du milieu. Les sols. Alors, bon, peut-être que la caractérisation qui a été faite des facteurs du milieu était un peu tronquée, puisqu'on se basait essentiellement sur la réserve en eau. Alors, bon, c'est vrai que les facteurs de milieu ne se cantonnent pas qu'à la réserve en eau, mais c'est vrai que c'est un facteur important. Et d'autre part, eh bien, ce qui semble jouer le plus pour expliquer les différences entre ces appellations, ce seraient les pratiques. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que les pratiques sont complètement indépendantes des facteurs du milieu? Moi, j'aurais tendance à penser, pour avoir travaillé un peu là-dessus quand j'étais en activité, qu'elles ne doivent pas être complètement indépendantes des facteurs du milieu. Donc si elles ne sont pas indépendantes du facteur du milieu, théoriquement, elles devraient être relativement optimisées par rapport aux facteurs du milieu. Et on devrait quand même retrouver l'effet de ces facteurs du milieu. Donc voilà un petit peu ce que m'inspire l'ensemble des exposés que ce qui a été entendu depuis ce matin. Pour le moment. Marie Thiollet-Scholtus. Oui, bon, j'ai pas eu assez de temps pour parler, René, mais je vais te donner 3 éléments de réponse. Premièrement, la caractérisation des milieux, des parcelles qui ont été renseignées pendant l'enquête. Nous avons utilisé ton modèle, qui est un modèle intégratif, qui ne prend pas simplement en compte la réserve utile en eau. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu, peut-être c'était trop rapide sur les diapositives. Deuxièmement, j'ai précisé, mais peut-être que ce n'était pas assez clair, que c'était une zone géographique précise, délimitée, et que les Anjou rouges qui étaient revendiqués, enfin les parcelles d'Anjou rouge que nous avons renseignées, ne sont, ce sont des parcelles qui sont dans l'aire d'appellation Anjou-Village-Brissac. Bien évidemment, l'aire d'Anjou rouge, l'aire d'appellation de délimitation des Anjou rouges est beaucoup plus étendue. Anjou-Village-Brissac, c'est un petit bout, les AOC sont superposés, c'est un petit bout. Et alors, le fait que... Donc ça, c'est deux éléments préliminaires. Pourquoi nous avons choisi de prendre que des parcelles Anjou rouge dans l'aire d'appellation Anjou-Village-Brissac? Le fait de montrer qu'il n'y avait pas, au point de vue
statistique, il n'y avait pas de différence de milieu entre ces parcelles, ça permet justement de bloquer ce paramètre pour faire un zoom sur l'itinéraire technique. Et regarder, comme dans d'autres expérimentations, comme dans la plupart des expérimentations en agronomie, on bloque tous les paramètres, on en regarde un qui varie. Pour caricaturer, nous avons fait à peu près la même chose. Nous avons bloqué les paramètres du milieu, entre guillemets, en choisissant une aire de délimitation qui était petite, où il y avait vraisemblablement une homogénéité de milieu, puisqu'il n'y a pas de différence significative, on l'a vérifié, une homogénéité de climat, et où les seules différences, l'hypothèse était que est-ce qu'il y avait des différences, elles étaient dues à autre chose, aux pratiques. Voilà. Ce dispositif ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais au moins de vérifier cette hypothèse. Je ne sais pas si tu comprends. Allez-y, monsieur Morland. Voilà. Oui, disons que par rapport au sujet que je développais, c'est un mauvais exemple. Je veux dire, il faudrait peut-être qu'on verrait des différences liées aux facteurs du milieu si on prenait l'ensemble de l'appellation Anjou rouge par rapport à l'Anjou village Brissac. Des commentaires sur la différenciation, donc à partir des... Allez-y, sur les pratiques versus milieu. Moi, c'était plus pour réagir sur la partie consommateur, puisque dans mon travail, je travaille aussi sur les consommateurs. Je crois que par rapport à ce que disait Frédéric, il y a aussi, ces consommateurs sont sensibles à ce qu'on leur vend, au message qu'on leur vend. Quelque part, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent de savoir si c'est la réalité, mais c'est ce que vous leur avez vendu, c'est ce que vous leur dites, que le terroir existe, que le terroir, etc. Après que les études aujourd'hui, dans ce qu'on a présenté, montrent que voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, etc., c'est une chose. Mais ça n'empêche qu'aux consommateurs, ça fait des années qu'on leur dit le terroir, c'est une expression du sol, etc. À ceux qui sont prêts à entendre ce message, qui sont impliqués, qui s'intéressent et qui du coup recherchent cette information-là. Maintenant, qu'il y a un décalage entre la réalité et ce message qu'on leur vend, ce rêve qu'on leur vend, voilà, la seule chose c'est qu'il y a quand même des gens qui y croient et qui sont prêts à acheter parce qu'on leur dit, voilà, ça fait partie du produit, il est comme ça. Éric Gomez, est-ce que vous avez, vous, une réflexion, un avis là-dessus? Non, en fait, j'étais tout à fait d'accord avec la réponse qui a été faite à la question de M. Morla. Effectivement, moi je connais pas particulièrement le contexte pédoclimatique de cette appellation, mais ce qui ressortait clairement, c'est qu'on était sur une zone limitée. Donc effectivement, les facteurs milieu, clairement, on ne peut pas dire qu'ils sont constants, ils varient toujours un peu, mais clairement, ils étaient dans une limite de bruit de fond, on va dire. Et ce qu'on pouvait mettre en évidence, c'était certainement pas un effet milieu, je pense, sur cet échantillonnage-là. Donc c'est tout à fait logique qu'on ressorte un impact fort des pratiques viticoles. Si on avait vraiment voulu avoir quelque part une idée de l'effet terroir, du moins de la part milieu du terroir, il fallait effectivement faire l'étude en comparant deux milieux contrastés. Non, à l'inverse, c'est ce que dans l'appellation. À l'inverse, est-ce que vous avez mené des études récentes qui au sein de votre laboratoire, qui mettent en relation justement soit le milieu, l'air, le sol, le climat? Effectivement, nous on fait ce qu'on appelle des interactions génotype-environnement. Il y a des gens qui le font dans le laboratoire où je travaille. Et par exemple, ça va être avoir le même type de collection. On travaille sur des collections de cépages assez larges, de les avoir par exemple à Bordeaux sur un sol homogène et de comparer avec la même collection à Montpellier ou à Colmar. Là, on peut voir des différences marquées. Ou alors, au sein de l'appellation bordelaise, dans ce cas-là, voir les mêmes cépages sur des sols et des contextes climatiques différents. Et là, on peut voir qu'effectivement, il y a un effet clair du milieu sur le potentiel qualitatif des baies à la récolte, qui après peut être retravaillé, bien sûr, par les itinéraires techniques. Ça, c'est toujours évident. C'est une combinaison des deux. Éric Laurent ? Voilà. Donc ce qu'a présenté Marie, nous on l'a mis, donc c'est Caves des Vignerons de Saumur, 1800 hectares, 4000 parcelles. C'est-à-dire que la caractérisation des terroirs via tout le travail de René Morla a été réalisée depuis une dizaine d'années, et ce qui nous a permis, et on utilise maintenant cette cartographie, cette caractérisation des terroirs, afin de caractériser justement notre matière première, qui est le raisin, que ce soit Cabernet Franc ou Chenin. On est surtout bicépage, et afin d'obtenir
des qualités de raisin qui seront transformées via des itinéraires techniques œnologiques différents pour obtenir des vins un peu différents, certes d'une même appellation, avec un air de famille, tous, mais qui s'adapteront aussi à des consommateurs, qui sont aussi différents. Donc, à grande échelle, parce que là on peut dire que c'était 17 parcelles, à grande échelle, je pense que tout le travail, justement, tout le transfert de nos savants sur le côté pratique et à l'échelle de la viticulture commence réellement, parce qu'on a attaqué vraiment ce travail-là depuis 2008, on va dire à petite échelle, nous en type de test, parce qu'après il y a d'autres paramètres tout ce qui est logistique, tout ce qui est adaptation de nos adhérents, faire passer le message à nos adhérents, etc. parce que c'est 1800 hectares. Donc on a commencé en 2008 sur 500 hectares, en 2009 sur 500 hectares, et en 2010 sur l'ensemble de nos surfaces. Et donc on arrive maintenant à obtenir, en fonction des caractéristiques de la matière première, des vins différents et qui aussi s'adapteront, je le répète, aussi à l'ensemble des consommateurs qui ont aussi forcément des goûts tous différents. C'était juste une réflexion par rapport justement à la caractérisation de la matière et les itinéraires techniques dont on parle depuis tout à l'heure. Et ne pas oublier non plus qu'au bout du bout, il y a un vin, il y a une certaine typicité, parce qu'on est là pour en parler, mais tous les vins, que ce soit du Champigny, c'est là où je peux plus en parler, ou du Saumur Rouge par exemple, ont tous, entre guillemets, un air de famille, une certaine typicité, mais sont aussi, entre guillemets, un peu tous différents. Bon, une question annexe qui concerne le climat. Je ne suis pas un scientifique, hein, je n'ai pas légitimité à commenter vos trois présentations, mais vous avez pris manifestement l'échantillon 2005-2009, tous en commun. Il y a eu une évolution du climat. 2005 était une année très sèche. 2008, je crois, était une année plutôt très humide, il me semble, et fraîche même. Est-ce que vous avez vu des variations? Est-ce que le climat impacte plus que l'itinéraire technique? Est-ce que dans l'outil prédictif, ça a motivé ou plutôt élaboré beaucoup de différences? Ouais, alors, c'est une question de néophyte, hein, mais non, alors, faut pas que ça vous mette dans cet état. Non, juste pour répondre par rapport à ma présentation sur l'effet climat, je dirais que sur cette échelle de temps, voir un effet climat, bon, je pense qu'on va avoir des variations d'un millésime à l'autre, mais voir un réel effet climat dans le sens où on l'entend du changement climatique. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse voir, enfin qu'on puisse tirer des conclusions. Par contre, effectivement, alors par rapport aux outils qu'on a développés, et certains de ces outils, on peut hiérarchiser, nous on a pu hiérarchiser, je dirais, les effets, et notamment au travers de certains outils, alors notamment les propriétés mécaniques, quand on a travaillé aussi sur l'extractivité des composés phénoliques, le lien avec les propriétés mécaniques, on a fait une hiérarchisation qui vaut ce qui vaut, mais qui en tout cas dans notre dispositif expérimental va nous donner des éléments assez intéressants, et on a classé, je dirais qu'on a dit on a tiré comme conclusion que l'effet parcelle, finalement, c'était l'effet en termes de différenciation qui était le plus important. Ensuite, on avait un effet millésime aussi qui était très important. Donc, et puis, en dernier, je dirais, en classant hiérarchiquement, l'effet stade de maturité, quoi, puisque nous, on a travaillé sur différents stades de maturité. Alors, l'effet, juste pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, donc, par rapport à l'effet milieu, alors nous, on a travaillé, l'ensemble des collègues de l'UMT, quand on a travaillé sur la mise au point de ces méthodes, on avait des parcelles, je dirais, un petit peu dispersées sur l'Anjou, le Saumureau à la Touraine, et puis au sein des différentes régions spécifiques, Anjou, Saumureau, Touraine, on a choisi plusieurs parcelles. Donc, ce qui fait comme on les a choisies, ces parcelles, puisqu'on voulait justement voir l'effet milieu, donc on a pris des parcelles qui avaient des profils de sol, je dirais, différents.
Et donc ce qu'on peut voir au travers des résultats, notamment que j'ai présentés, c'est justement cet effet milieu. Par exemple, quand on voit que sur un millésime donné, en termes de qualité ou potentiel qualitatif, je vous ai présenté 5 ou 6 parcelles. Voilà, les 5 ou 6 parcelles, je dirais, elles ont des profils de sol différents, elles sont de régions différentes. Il y en a certaines qui sont sur la même zone, mais effectivement, d'un point de vue impact sur le potentiel qualitatif, on observe des choses. Voilà. Et avec une hiérarchisation. Il y a des critères différenciants. Pour répondre Je crois à la question. Éric Gomez, non, vous vouliez répondre peut-être à cette question-là sur le climat, non? Ou compléter? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, si le choix de parcelle est fait justement pour mettre en exergue des différences de milieu, de sol, éventuellement un contexte, je sais pas, une région un peu plus fraîche, un fond de vallée ou que sais-je, dans ce cas-là, effectivement, on va les voir, mais il faut spécifiquement dimensionner et échantillonner son dispositif expérimental pour ça. Et c'est exactement, je pense, ce que vient de dire René Ciré. J'avais juste peut-être un petit peu sur l'effet millésime, donc, puisque là, effectivement, c'est aussi, on revient à ces interactions entre la plante et l'environnement. On a un dispositif, entre autres à Bordeaux, il y en a ailleurs, où on va suivre comme ça plusieurs cépages. Et sur l'ensemble des paramètres et du développement végétatif et de la qualité des baies. Et on est parti sur des durées d'acquisition d'une dizaine de millésimes au minimum, pour essayer justement de ne pas avoir uniquement l'impact d'événements extrêmes, mais de voir un petit peu d'année en année quels sont les petits faits saillants qui peuvent ressortir et avoir donc une vision un peu à long terme et intégrée de cet effet millésime. Donc je pense qu'on va essayer 10 à 15 ans. Plus on en a, mieux c'est, bien sûr. Mais alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, ici. Le temps qu'on distribue et qu'on fasse circuler le micro, Marie-Thiollet Scholtus, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste donner 2 précisions. Par rapport au changement climatique, ce n'était pas le sujet d'étude dans la première phase de l'UMT en agronomie viticole. Déjà qu'on s'attaquait à un système qui était complexe, qui regroupait plus d'une centaine de pratiques. On a essayé d'être un peu raisonnable. En revanche, certains travaux de l'UMT se pencheront sur cette question, et notamment dans le cadre d'une future thèse en collaboration avec des géographes et des climatologues. Donc la question sera traitée. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques années. Merci. Oui, encore moi. Monsieur Baudouin. Merci. Oui, non, la question des itinéraires techniques, je crois qu'elle est centrale. Et moi, ça me plaît bien qu'on travaille avec peu de différences de terroir et en travaillant sur les différences itinéraires. Un des principaux défis auxquels on a à faire face sur le plan international, c'est la critique anglo-saxonne qui nous dit depuis des années vous rendissez les Français le terroir, mais qu'en faites-vous? Et un des objectifs principaux de la réforme des AOC, après l'aspect juridique, création des ODG, séparation des syndicats sur le plan juridique, etc., c'était quand même dans les cahiers des charges, de redéfinir, de travailler, de réfléchir et de redéfinir le lien au terroir. Et ça, c'est une question qui, à mon avis, est devant nous. Elle n'a pas encore été traitée sérieusement dans la réécriture des cahiers des charges. Parce que entre les années 35 et les années 70, entre le moment où Capu disait qu'il fallait certains cépages, certains rendements, peu ou pas de chaptalisation et un degré d'alcool minimum, mais où tout le monde passait à la charrue et où il y avait très peu d'intrants, etc. Et les années 70 où on est passé à une mécanisation, à une introduction de méthodes qu'on connaît, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment eu une évaluation sur le rôle des désherbants, des engrais chimiques, etc., des phytos, à la cave, de la chaptalisation, d'un certain nombre de pratiques, etc., sur le lien au terroir dans un vin? Moi, ma réponse, de ce que je peux connaître, c'est non. Et pour moi, c'est un enjeu essentiel de notre crédibilité sur le plan international, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir, réévaluer, redéfinir différents types de vins. Mais dans le cadre des AOC, réfléchir de façon sérieuse à ce que c'est ça. Donc c'est pour ça que le travail de Marie ou de Christelle, etc., pour moi, c'est des questions fondamentales qui méritent et qui ont vraiment besoin pour nous, les vignerons, qui tendons à faire des vins de terroir, à être soutenus, encouragés, financés, etc. Voilà, merci. C'est assez difficile de mettre en évidence des effets de la fertilisation en dehors de cas de carence.
en viticulture. Moi, je me suis quand même intéressé pendant un certain nombre d'années là-dessus. Et on ne voit pas beaucoup d'effets. Je dis bien en dehors de cas de carence manifeste où là, effectivement, la vigne répond. Donc, c'est pas évident quand même, hein, au niveau de la fertilisation minérale. Mais ça mérite de s'y intéresser, bien entendu. Au fond, l'ajustement des pratiques, est-ce qu'on doit le considérer comme faisant partie du terroir? Et au fond, cette manière de l'objectiver, enfin, le travail que Marie a présenté sur, au fond, sur des mêmes éléments de sol, de climat, enfin, où on neutralise, hein, cet élément de variable pour essayer de regarder qu'est-ce qui va expliquer, ou en tout cas qui va être oui, les éléments les mieux corrélés. Alors, je ne sais pas si c'est explicatif ou corrélé, enfin bon, on peut discuter là-dessus aussi, aux propriétés sensorielles des produits qui vont en être issus, si j'ai bien compris, hein. La question finalement, c'est bien de dire, est-ce que ce savoir ajuster des pratiques sur des milieux donnés, est-ce qu'on ne doit pas considérer que ça fait partie intégrante de la notion de terroir, et qu'au fond, le terroir, on ne peut pas l'expurger de cette dimension humaine qui fait que on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, quoi, hein, et puis et qu'on a vraiment un capital d'expérience, d'observation, qu'on met au service d'intention. Et au fond, la typicité devient une intention qui va commander toute une série d'ajustements. Je pense que le mot ajustement est important, parce que du coup, on n'est pas dans les routines, quoi. Voilà. Ce qui d'ailleurs pose le problème de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le cahier des charges. Parce qu'une routine, on la met facilement dans un cahier des charges. Par contre, un ajustement, bonjour les dégâts, hein. Plus on met de choses qui vont restreindre les ajustements, et plus on s'éloigne du terroir, quelque part. Voilà. Donc je vous livre cette pour la soif. Moi, je pense que par rapport à la caractérisation des terroirs, il y a des terroirs réagissent différemment, quoi, où la plante réagit différemment sur les terroirs, va donner des fruits différents. Et malgré tout, on peut quand même intervenir en fonction de ça, sur des pratiques culturelles, quoi. L'homme peut intervenir, c'est pour ça que moi, là-dedans, l'intervention de l'homme est aussi capitale. Alors après, mettre et intégrer, pour moi, sincèrement, c'est le fond de ma pensée, intégrer dans des cahiers des charges très stricts avec des paramètres, il faut faire ci, il faut faire ça exactement. C'est un peu le mal français, parce qu'on veut absolument sortir, quoi, on veut absolument se dire, nous on fait comme ça, et on veut avoir ce type de produit et pas un autre. Je pense qu'on limite un peu notre diversité aussi sur certains produits, que ce soit sur du Champigny, sur du Léon, sur de l'Anjou Village Brissac. Et je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu notre force. Et l'air de famille, ce fameux mot que vous avez dit tout à l'heure, bon, j'ai bien aimé cette expression, parce que voilà, il y a pour moi sur une AOP, il y a des vins différents qui vont s'exprimer différemment, et un terroir, ok, fait partie d'un des paramètres du vin, mais il y a la pratique culturelle, il y a l'homme, il y a la plante en elle-même, il y a le climat, et tout ça, on n'a pas la possibilité, et surtout le climat, de le gérer. Donc en fonction, on parlait des effets millésimes tout à l'heure, on va s'adapter, et l'homme va s'adapter justement, par exemple à l'effet millésime, pour essayer d'obtenir le produit qu'il désire par rapport à tel ou tel type de cuvée, ou par rapport à tel ou tel type aussi de consommateur qu'il a en face. C'est pas pour ça qu'on va renier notre effet de terroir, qu'on va renier notre AOC. Donc après derrière, il faut, je pense, il y a quelques clés dans les cahiers des charges qu'il faut peut-être respecter, type le rendement. Donc, si on rentre un petit peu au niveau vin, au niveau cahier des charges vin,
je pense que c'est une des choses qui est, on va dire, assez importante, qui est assez simple aussi à vérifier. Après, le reste, chacun aussi est responsable. C'est vrai qu'il faut avoir on parle de consensus, on parle de collectif. Étant dans une coopérative, le collectif, je sais ce que ça veut dire, et le consensus aussi. Et donc mettre justement des cahiers des charges trop précis, trop restrictifs, pourra peut-être plus faire de mal qu'autre chose, quoi. Donc après, quelle est la solution? C'est pas moi qui vais la donner, mais voilà, ça c'est, on va dire, c'est mon opinion, quoi. Marie-Thiollet-Scholtus, un ajout? Oui, je voulais apporter des éléments pour répondre à François. Concernant l'ajustement des pratiques, toutes les pratiques ne sont pas les mêmes dans un itinéraire technique. Vous avez vu, je les ai regroupées, ce n'était pas vraiment du hasard. Il y a les pratiques d'implantation. La vigne est une culture pérenne, on la plante pour 30-40 ans. Donc ce qui va être choisi au moment de l'implantation, que ce soit la densité de plantation, le porte-greffe, l'écartement, le premier type d'entretien du sol, ça va avoir un impact pas seulement sur le millésime suivant, mais sur la suite. Et ce serait plutôt les pratiques annuelles d'ajustement. Là, il y a des travaux au sein de l'UMT pour une problématique environnementale, mais de parler de règles de décision. On a cette possibilité de faire cette pratique dans cette condition, donc on a juste un mode de raisonnement. Juste pour un deuxième point très rapide, c'était une des limites de la première approche du système itinéraire technique qui avait été développé au sein de l'UMT, c'est les interactions entre pratiques. Bien évidemment, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Un viticulteur qui va aller dans sa vigne au mois de mai, il va le faire en fonction de ce qu'il a fait au mois d'avril, au mois de mars, et comment il a organisé sa taille et de son parcellaire aussi. Donc on a commencé à en discuter dans le cadre de la thèse de Cécile, en voyant un certain nombre de limites à ce qu'on avait fait, et il y a des résultats, il y a une partie du travail pour essayer justement de répondre à ces questions auxquelles on n'a toujours pas répondu dans le cadre de la thèse de Christelle. Voilà. Une autre question? La dernière sans doute, allez-y. Oui, Marie-Sophie Fauché, je suis énologue crucifiée en région parisienne. Comme c'est pas très intéressant de faire du vin à Paris, je fais de la pédagogie autour du vin, et j'ai toutes sortes de clients, grand public français, étrangers, consommateurs avertis ou élèves d'école hôtelière. Alors moi je croyais venir à un colloque sur vin de terroir, vin typique. Je trouve que c'est plutôt effet des pratiques culturelles sur la typicité des vins de Loire. C'est un peu plus restrictif que ce que je pensais trouver ici. Mais par contre je suis aussi déçue et un peu inquiète parce que moi je venais chercher ici des notions objectives de lien au terroir et au territoire. Et en fait, en gros, pour l'instant, vous n'avez pas la réponse. On se décroche du territoire. Et moi, je suis très inquiète parce que ça veut dire quelque part que ces vins, on peut les faire partout. Et on se cramponne à nos noms d'appellation qu'on multiplie à l'infini. Effectivement, les étrangers, ils ont de quoi doucement rigoler, là. René Morla. Merci. Quelque part, madame rejoint le paradoxe que j'évoquais, quoi. Mais effectivement, je pense qu'il est important de réancrer un petit peu notre vision par rapport au territoire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dans le mot terroir, dans le concept de terroir, on ne peut pas faire abstraction des pratiques. C'est clair que les pratiques jouent un rôle. Alors après, c'est peut-être aussi, comme j'ai déjà dit, c'est peut-être des effets d'optique. Le fait qu'on ne puisse pas mettre en évidence, au moins dans les exposés qui ont été présentés, l'effet des facteurs du milieu, vraiment sur le plan scientifique, parce que bon, on les a quand même mis en évidence dans d'autres travaux, hein, rassurez-vous. Donc ça voilà, en fait, le colloque sert un petit peu à aller au-delà du seul critère géographique, voilà, j'imagine, et à creuser. Et à voir jusqu'où. Est-ce qu'un autre intervenant veut répondre à cette question? Ou François Casabianca, oui. Et puis on terminera là-dessus.
Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on associe l'importance des pratiques à une forme de, on va dire, de transportabilité. D'identification terroir ? Non, de transportabilité n'importe où de ce qu'on fait. C'est-à-dire que je n'identifie pas, moi, l'importance des pratiques à, je dirais, la négation d'une localisation et de ce qu'il y a derrière. Au contraire. Je pense que, moi, je crois que ce qu'a dit René, moi je le partage complètement. C'est bien un ensemble, c'est bien un système. C'est des choses qui tiennent ensemble, voilà, qui font que les hommes ont inventé des manières d'agir à des endroits donnés avec les ressources dont ils disposaient et avec une intentionnalité pour obtenir quelque chose, voilà. Et ça c'est pas transportable. Et c'est pas parce que les hommes interviennent que ça le serait tout d'un coup. Je crois pas. Au contraire. Je pense que c'est au contraire mettre en évidence que dans les dimensions de territoire et d'ancrage territorial, les hommes sont essentiels. Et c'est, je crois au contraire, une réponse majeure qu'on peut apporter. Alors après, sur l'effet d'émiettement, sur la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas créer des marques régionales pour dire les vins de Loire répondent à quelque chose, etc. Et que du coup, ce serait lisible en dehors de l'endroit où ça a pris naissance par des gens qui ne sont pas capables de percevoir autre chose que ce qu'on va leur raconter. Ça, c'est un autre problème, je crois. Il faut distinguer les deux questions. Parce que sinon, on fait une confusion et peut-être on ne voit pas clair dans les enjeux qui sont devant nous.